Alors bonjour et bienvenue à toutes et tous pour notre premier webinaire de l'année. Un grand merci à l'UFE donc pour son invitation aujourd'hui. Je me présente, donc je suis Marion Faugeret, conseillère en investissement immobilier au sein du groupe Résidétudes et chargée de la clientèle internationale, et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue. Bonjour à toutes et à tous, je suis Richard Montero, responsable commercial au sein du groupe Résidétudes. On espère que vous allez tous bien, très bien même, et on en profite pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2021, même si on est déjà sur ce début du mois de février, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux à vous inscrire. Donc pour les habitués, on vous remercie pour votre confiance et bienvenue aux nouveaux participants. N'hésitez pas aussi, vous avez le chat donc qui s'affiche. N'hésitez pas à nous préciser dans quel pays vous vous trouvez. C'est toujours sympathique de savoir un petit peu où vous êtes. Et n'hésitez pas à nous poser donc toutes vos questions tout au long de la présentation. On va essayer d'y répondre soit au fur et à mesure, ou alors à la fin, puisqu'on va se laisser quelques minutes pour un question-réponse. Alors, nous savons que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore tous les fondamentaux de l'investissement immobilier. Donc, nous allons prendre le parti aujourd'hui d'aborder vraiment les sujets sur les grandes lignes. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions pour tout ce qui est spécifique ou sujet vraiment particulier, soit sur notre adresse mail, donc expat-invest@residetudes.fr, sur le téléphone au 01 53 23 25 65 ou sur notre site Expat Invest, donc expatinvest-residetudes.com. Cette vidéo vous sera envoyée dès demain, donc elle sera envoyée à tous les participants et vous pourrez également la consulter directement sur notre site internet. Pour démarrer aujourd'hui, donc le titre de notre webinaire, Investissement au cœur de l'actualité, l'immobilier géré. On le sait tous, la crise sanitaire qui a démarré il y a un an a bien entendu transformé nos vies de manière inédite et brutale. Beaucoup de nos habitudes ainsi que nos modes de vie et de fonctionnement ont été bouleversés, et ces changements ont eu des impacts très importants. Cette situation de crise, elle a bien entendu amené un certain nombre de craintes et d'incertitudes dans plusieurs domaines, donc notamment sur la transformation des activités économiques. Il y a eu un impact marqué sur notamment les marchés financiers et les placements investis en bourse qui ont connu des remous importants. Les placements financiers également plus sécurisés, type livret et assurance vie, alors ils étaient déjà en forte baisse de rendement ces dernières années, mais aujourd'hui ne dépassent désormais même plus les 1%, et ce qui ne va pas aller en s'améliorant. Cette situation, elle a également suscité des craintes dans le domaine de l'emploi, avec des secteurs d'activité qui ont été très impactés, tels que tout ce qui est tourisme, hôtellerie et le secteur de l'aviation, suite à la limitation de la mobilité au niveau national et international. Les activités de bureau qui ont également été impactées, ce qui a amené d'ailleurs de nouvelles manières de travailler avec le télétravail, et puis ce qui a entraîné également un réaménagement de ces espaces. La fermeture des commerces non essentiels, avec la restauration qui s'organise bien sûr dans le domaine du possible avec la vente à emporter. Et puis tout le secteur culturel qui s'est arrêté lui aussi brutalement et qui développe aujourd'hui tout un champ d'activités en ligne. On l'a vu ces dernières semaines, notamment avec la Fashion Week, par exemple, à Paris, qui était entièrement visible en ligne, ou bien encore des spectacles ou concerts qui ont été diffusés en direct. Puis on a tout le domaine des loisirs qui a été fortement impacté également. Donc malgré tout cela, toute la secousse que nous traversons aujourd'hui, c'est un petit peu comme tous les changements qui peuvent arriver au cours de notre vie. On traverse des cycles et chacun d'eux nous amène à nous adapter pour mieux nous réinventer. Et le domaine de l'investissement ne fait pas exception. En période de perturbation économique et financière, il y a certains placements qui vont être plus pertinents que d'autres et qui vont tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle donc les valeurs refuges, c'est-à-dire des investissements qui vont être reconnus en temps de crise pour leur fiabilité avec des actifs plus stables dans le temps. Et c'est le cas de l'immobilier. Donc pour beaucoup de Français, l'immobilier, c'est une valeur refuge, au même titre que l'or. Plus de 60% des Français considèrent que c'est le meilleur investissement aujourd'hui parmi toutes les différentes solutions. Et c'est une tendance que l'on retrouve tout naturellement chez nos Français non résidents. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne l'immobilier et en tant que non résident, par votre situation, il va y avoir plusieurs aspects qui peuvent vous freiner
dans la mise en place d'un tel projet, notamment tout ça dû à l'éloignement, hein. C'est vrai en étant loin, avec des décalages horaires qui sont parfois relativement importants, un manque aussi de disponibilité, hein. On a des emplois du temps qui sont souvent chargés, et puis un manque aussi de connaissance du marché, le fait d'être loin, parti depuis plusieurs années. Et tous ces éléments, ça peut vous ralentir ou même pousser à abandonner ces projets d'investissement immobilier. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé de vous parler plus particulièrement de la solution de l'investissement en immobilier géré, c'est-à-dire l'investissement en LMNP. Donc le LMNP, qu'est-ce que c'est? LMNP, c'est location meublée non professionnelle et notamment en résidence gérée. Cela vous permet de devenir propriétaire d'un appartement dans une résidence qui s'adresse à un public défini. C'est un gestionnaire exploitant qui va gérer toute la résidence. Il deviendra d'ailleurs le locataire de tous les appartements et il prendra également en charge l'organisation des espaces et des services qui vont répondre aux besoins des locataires, des occupants des appartements. Cet investissement donc va permettre de pouvoir répondre à une solution à différents besoins. Donc c'est une solution idéale qui va donc s'adresser surtout à nos Français de l'étranger, sous différents points, puisque le premier, c'est surtout de se constituer un patrimoine en France. Donc, sur l'aspect affectif, ça permet justement de réaliser un investissement dans son pays d'origine, on en parle la langue. Et sur l'aspect pragmatique, cela nous permet justement tout simplement de réaliser un investissement où on connaît les réglementations, les lois, et c'est surtout un secteur sur lequel on a un marché stable et bien encadré. Deuxième objectif, c'est surtout de pouvoir bien protéger sa famille en se constituant un capital et en permettant justement la facilité sur la transmission. Et l'objectif le plus recherché actuellement, c'est la constitution de compléments retraite. C'est un excellent moyen pour se créer un complément de revenu et ainsi permettre une préparation retraite. C'est un élément important, surtout quand on est un non-résident et qu'il faut absolument anticiper. C'est vrai que quand on fait le choix de travailler à l'étranger, on arrête de cotiser donc ici en France et donc forcément le mode de calcul et la capitalisation n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, on a pris le parti d'aborder la réponse que ce type d'investissement pouvait apporter sur des marchés porteurs. On le voit effectivement actuellement, donc le monde évolue sans cesse et crée de nouvelles attentes et de nouveaux besoins. Le fait de prendre en compte ces changements qui sont en cours dans la société et être à l'écoute de l'évolution de ces besoins, ça va être très important avant de faire le choix de vos investissements. On parlait justement de certains secteurs qui se sont bien adaptés, qui ont même été renforcés par la crise sanitaire actuelle, et cela en particulier sur deux marchés immobiliers en résidence gérée, donc le marché de la résidence étudiante et le marché de la résidence senior. Depuis toutes ces années, les pouvoirs publics tentent de répondre à cette demande de plus en plus croissante, mais étant soumises à des démarches longues, elles vont plus lentement et elles mettent aussi plus de temps à combler ces carences. Donc c'est pourquoi il y a des acteurs qui ont pris part à ces marchés, qui permettent d'accompagner et de répondre plus rapidement à ces besoins, puisque derrière, on a des gens qui ont des attentes réelles. Donc faire le choix du marché étudiant et du senior, c'est faire le choix d'apporter des solutions aux besoins de nos sociétés. En analysant les choses de manière un peu pragmatique, on va le voir par la suite, on se rend compte que depuis des années, ces deux secteurs d'activité ont de profondes carences comparativement à la demande qui, elle, est de plus en plus grandissante. Alors j'en profite pour préciser que les résidences gérées regroupent différentes activités. Les résidences étudiantes, les résidences seniors, les résidences de tourisme et les résidences d'affaires. Nous avons pris le parti aujourd'hui de développer donc l'étudiant et le senior car cela représente la grande majorité des offres actuellement sur le marché. Comme le précisait Marion tout à l'heure, la Covid a bousculé un petit peu et amené certains changements comme la fermeture des frontières, des fermetures administratives, des commerces non essentiels, ce qui a forcément donc perturbé l'activité du tourisme et de l'affaires, quand dans le même temps, ça a pu renforcer d'autres activités telles que l'étudiant et le senior. Donc sur ces deux marchés, pour permettre de répondre à des besoins, déjà dans un premier temps, donc le marché de l'étudiant, en 1989, donc le moment où Résid Études s'est créé, les jeunes étaient déjà de plus en plus nombreux à poursuivre leurs études, mais les logements étaient largement insuffisants. C'est pour ça que Résid Études s'est créé à ce moment-là, pour développer de nouvelles résidences avec des services qui permettent de répondre à des besoins spécifiques.
des chambres avec tout confort intégré, un accueil, une cafétéria, des espaces aussi de travail partagé. C'est aujourd'hui plus de 19 000 logements pour étudiants sur toute la France. Si on regarde un petit peu les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est au total 2,78 millions d'étudiants qui devaient être enregistrés à la rentrée 2020 dans l'enseignement supérieur. Donc, ça signifie une progression de 2,1% par rapport à l'année précédente, ce qui représente environ 57 000 étudiants supplémentaires. Cette année, bon, elle est un petit peu particulière également parce qu'on a un fort taux de nouveaux bacheliers, c'est ce qui explique cette forte augmentation. Mais en cas de réussite un peu plus modérée au bac, notamment, si on fait des prévisions sur 2021-2022, ça sera quand même 2,81 millions d'étudiants qui pourraient être comptabilisés, soit une hausse de 1,1% en un an. Ça représente à peu près 30 000 étudiants. Mais l'offre en matière de logement étudiant, elle reste toujours très insuffisante, y compris aujourd'hui, puisqu'on parle en France d'une capacité d'accueil qui dépasserait pas les 400 000 lits. Il y en a environ 130 000 qui sont en résidence privée, mais ça ne représente au total que 14%. Et dans ces conditions, on comprend bien cette demande chaque année et puis les difficultés que cela représente pour beaucoup d'étudiants et leurs familles pour trouver un logement. En parallèle, la démographie, elle a, amorcé un changement inédit avec les seniors qui deviennent de plus en plus autonomes avec des besoins bien particuliers. C'est pour ça que Résid'Études a alors décidé de créer un habitat sur mesure avec tous les services et le confort qu'ils attendaient. Aujourd'hui, c'est plus de 6 000 logements qui sont sur toute la France. Si on prend quelques chiffres publiés par l'INSEE, rien que pour la région des Hauts-de-France, le vieillissement de la population aurait l'impact le plus significatif d'ici 2035. En besoin de nombre de logements. Donc, dans 20 ans, avec l'arrivée progressive des générations du baby-boom, le poids des plus de 65 ans dans cette région-là pourrait passer de 16 à 23%. Donc, ça signifie 1,4 million d'habitants. Ils étaient 975 000 en 2015. Donc, ça fait un gros changement. Et c'est des chiffres qu'on va retrouver de manière un petit peu similaire sur toute la France. Si on regarde donc la forte hausse potentielle du nombre de seniors et les évolutions sociétales en œuvre, la sous-occupation et les problèmes de logement qui y sont liés pourraient constituer l'un des enjeux de l'adaptation des logements au vieillissement des années à venir. Donc, les résidences-services pour seniors, ça s'adresse à des personnes âgées autonomes, valides et semi-valides, de plus de 60 ans, qui désirent vivre en appartement tout en profitant de la convivialité et de la sécurité assurée par les équipements en place. Et les équipes sur place également. C'est une offre de logement indépendant qui va d'un T1 à un T3, situé le plus souvent en centre-ville et qui propose aux résidents des équipements et des services à la carte, dans des lieux de vie adaptés, aménagés, tels que restaurants, salons, espaces formes, bibliothèques. Elles sont aussi sécurisées, puisque vous avez un accueil avec du personnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, interphone, portail, etc. Et puis adaptées à une clientèle senior en ce qui concerne les ascenseurs, les accès, tous les équipements aussi des appartements. Donc c'est vraiment un mode d'habitat intermédiaire entre le domaine, le domicile ordinaire et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle l'EHPAD. L'ensemble des services dans ces résidences, il va permettre plusieurs choses. Il permet déjà de prévenir la perte d'autonomie par des activités culturelles en plein air et puis le maintien des liens sociaux. Et ça, c'est très important d'éviter l'isolement à tout prix de ces personnes et puis ce qui amène aussi une perte progressive d'autonomie. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que Résid'Études est au service de ces nouveaux besoins de la société. Et puis investir dans ces domaines qui répondent à ces besoins-là, c'est aussi s'assurer, pour celui ou celle qui sait bien se faire accompagner, un investissement serein. Alors au niveau des points forts, on a fait un focus sur les principaux avantages de ce type d'investissement. On a dans un premier temps, c'est un aspect essentiel pour surtout nos Français de l'étranger, c'est la délégation totale de gestion. De la recherche jusqu'à la location, vous n'avez qu'un seul interlocuteur. Dès que vous avez une question, dès que vous avez besoin d'aide, votre conseiller est là pour vous y répondre. Sans compter que sur cette délégation de gestion, ça vous permet de réaliser un investissement immobilier où vous n'avez pas à supporter les charges courantes d'entretien et de réparation locative. Ensuite, on a la rentabilité. Vous avez une rentabilité locative qui est contractuelle et qui est connue dès le départ. Et autre point assez important pour nos Français de l'étranger, c'est la fiscalité avantageuse, puisqu'il n'y a pas ou peu de fiscalité sur ce type d'investissement, sur l'investissement en loueur meublé non professionnel, pendant au moins 20 ans. Alors, pour
pour vous expliquer la différence avec un investissement classique. Quand vous réalisez de l'immobilier classique ou d'autres investissements par ailleurs, dès que vous allez générer des revenus, vous allez avoir une fiscalité forfaitaire de 20 ou 30% en fonction du montant des revenus générés ici en France, auquel va s'ajouter les prélèvements sociaux type CSG, et qui vont aussi dépendre de si vous vous trouvez dans la zone euro ou hors zone euro. Eh bien, l'exception à cette règle, c'est le statut de la location meublée non professionnelle, puisque cela va vous permettre d'échapper à la fiscalité française. Alors, on sait déjà, je vois qu'il y a quelques questions sur la fiscalité. On sait que chacun de nos webinaires va avoir beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, soit par mail ou soit à nous appeler. Donc, on vous redonnera les coordonnées tout à l'heure et on essaiera d'y répondre directement puisque cela correspond vraiment à une situation spécifique, puisque en fonction de là où vous êtes et du mode d'investissement, cela va dépendre. Donc, je me permets, oui, Richard, justement, il y a une question de Sarani qui demandait les tranches d'imposition pour le LMNP. Donc, je pense que là, en gardant ce slide ici, ça permet d'y répondre par rapport à cette question. Alors, sur les tranches de fiscalité, vous allez avoir, en tant que non-résident, il n'y a pas de tranche. Il va y avoir tout simplement une fiscalité forfaitaire, soit 20, soit 30% dessus, et auquel justement va s'ajouter les prélèvements sociaux. La question des tranches s'applique surtout aux résidents français, puisque vous allez, en fonction de vos revenus, avoir des tranches de 11, 30, 41, 45%, et sur lequel on va calculer l'impôt sur le revenu. Donc là, l'avantage sur le LMNP, c'est qu'il n'y a pas cette notion de tranche, puisque le résultat que vous allez déclarer aux impôts est égal à 0, donc forcément, pas d'impôt sur le revenu. Donc 0 fois 20% ou 30%, ça fait 0. Et les prélèvements sociaux, quel que soit le taux, c'est aussi égal à 0. Voilà. Donc, on continuera d'essayer de répondre. On vous remercie pour toutes les questions. Alors, pour continuer, donc ce qu'on voulait faire maintenant, c'est vous présenter un parcours client, c'est-à-dire toutes les étapes nécessaires à la réalisation de ce projet d'investissement et puis toutes les solutions donc Expat Invest vous propose. Donc, c'est un parcours qui est 100% digital. Résidétude a développé un parcours d'achat en ligne, accessible à l'ensemble des investisseurs, qui est donc plus rapide, plus fluide et qui permet d'investir à distance. Donc là, on va vous détailler toutes les différentes étapes et processus d'investissement avec Expat Invest. Donc la première étape, c'est tout d'abord la prise de contact. Vous faites une demande d'information sur Internet, par téléphone ou via le formulaire en ligne sur notre site. Et dans ce cas, je vous recontacte dans les plus brefs délais pour qu'on puisse échanger sur votre demande, les informations qu'on peut vous apporter. Et à partir de là, on convient d'un rendez-vous d'étude en visio auprès d'un conseiller. Alors, une fois cet échange avec Marion, eh bien, vous allez rencontrer le conseiller en rendez-vous visio. Lors de ce rendez-vous, on va approfondir votre demande. Donc, déjà, vous expliquer comment fonctionne un investissement, puisque pour la plupart d'entre vous, c'est un premier investissement immobilier. Ensuite, on va déterminer vos besoins et votre objectif. Là, on est vraiment sur l'un des sujets les plus importants, puisqu'il faut connaître l'objectif de ce type d'investissement pour essayer de mettre en place les moyens correspondants et pour pouvoir atteindre cet objectif. Et ensuite, on va travailler ensemble pour réussir à trouver la meilleure solution qui correspond à votre projet. Ensuite, lors d'un second rendez-vous, on va avoir travaillé après ce premier échange et on va vous présenter une étude personnalisée qui mettra en évidence le budget, le mode de financement, puisque en fonction de votre projet, on va avoir différentes solutions pour financer cette opération, la chronologie des opérations pour vous accompagner et vous dire comment cela s'organise dans le temps, et ensuite le choix du ou des appartements correspondants. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre conseiller va vous accompagner pas à pas jusqu'à la concrétisation de ce projet. Alors, une fois que toutes les étapes de recherche ont été validées, la réalisation du bilan patrimonial, validation du projet et qu'un ou des appartements correspondants ont été trouvés, alors on signe un contrat électronique de réservation. Donc ça, sans vous déplacer, bien évidemment. Dans ce contrat, vous avez donc l'acte d'acquisition et le bail locatif, dans lequel vous retrouverez donc tous les éléments que vous avez vus avec le conseiller. Vous recevez ensuite votre contrat validé par courrier recommandé avec accusé de réception et tout ça par mail.
Alors, on passe ensuite à l'étape suivante, hein. Notre mission, c'est de vous trouver les meilleures conditions pour le financement de cette opération. Nous allons rechercher par le biais de nos partenaires financiers ou en vous accompagnant directement auprès de vos établissements bancaires ici en France, les meilleurs taux. Une fois qu'on aura trouvé ce financement, l'offre de prêt va nous permettre de pouvoir vous accompagner jusqu'à la signature notaire. On a déjà, juste Marion, avant qu'on passe à l'étape suivante, je sais qu'on a déjà beaucoup de questions sur le financement. Donc, on va y revenir tout à l'heure, justement, sur le mode de financement, la typologie et les différences que l'on peut avoir entre les résidents et les non-résidents pour ce financement-là. Oui, tout à fait. On a eu pas mal de questions là-dessus, donc on va y revenir ensuite. Alors, ensuite, excusez-moi. On en est à l'achat. Bien, voilà. Voilà. Donc, au niveau de l'achat, donc le Covid, malgré la crise que l'on traverse, dont on a parlé, a tout de même amené quelques points positifs et a permis l'accélération de certaines procédures qui étaient en cours de réalisation, telles que la possibilité donc de signature d'actes notariés à distance. Donc, ça vous permet donc de signer l'acte d'achat. Alors, vous avez toujours la possibilité de venir le faire physiquement, mais dans ce cas, ça peut être également fait en visio, notamment directement avec le notaire. Donc là, on prépare l'acte d'achat et la signature de l'acte authentique. Et à ce moment-là, vous devenez donc officiellement propriétaire. Alors, une fois que vous êtes sorti de chez le notaire, que vous êtes devenu propriétaire, on est sur la phase de construction jusqu'à la livraison. Donc, à partir du moment où vous êtes propriétaire, vous êtes inscrit sur le cercle Résidétudes. C'est votre espace propriétaire. Et là, vous allez avoir accès à différents services, comme le suivi des chantiers, ce qui est quand même quelque chose d'important, parce que ça vous permet de pouvoir suivre les différentes étapes et l'avancée des travaux, puisqu'on met à jour régulièrement les photos. Ensuite, vous allez avoir accès aux newsletters, ce qui vous permet de pouvoir avoir l'actualité et les nouveautés sur la location meublée non professionnelle. Vous allez avoir accès aussi aux différentes priorités locatives dans nos résidences. On en parlera tout à l'heure lors du retour en France, mais ça vous permet de pouvoir être aussi d'utiliser les services Résidétudes. Et puis, bien d'autres services que vous allez avoir sur le site. Je ne vais pas tous les énumérer. Mais voilà. Ensuite, vous allez avoir donc la finalité de cette étape-là. C'est quoi? C'est la fin des travaux, c'est la livraison de cet appartement. Comme on l'a dit précédemment, tout investissement immobilier réussi passe aussi par une bonne gestion locative. C'est ce qui va garantir la pérennité de l'investissement. Donc, c'est donc Résidétudes qui va se charger de cette gestion via la signature du bail locatif et la prise en charge donc de A à Z avec la sélection des locataires, la gestion des quittances de loyer, les versements des loyers aux propriétaires et l'entretien de l'appartement et des éventuels petits travaux et réparations. Ensuite, pour vous accompagner, même en termes de gestion, on va compléter cet accompagnement en vous proposant les services du cabinet comptable ADEX. Le cabinet comptable a pour mission de vous accompagner sur toutes les démarches administratives et comptables. Donc, au-delà de la délégation en termes de gestion, vous savez que vous allez avoir un prestataire qui va pouvoir vous faire toutes ces déclarations, toutes ces démarches-là, et vous n'aurez plus qu'à les reporter en finalité. Donc, ça vous permet d'avoir une certaine tranquillité, surtout quand on est à distance et qu'il y a une évolution, que ce soit au niveau fiscal sur le territoire français. Et dernière étape, donc savoir comment on entre dans une opération, c'est important, tout comme savoir comment est-ce qu'on en sort. Donc c'est pour ça que Résidétudes a intégré également au sein du groupe un département qui est entièrement dédié à la revente et qui peut, si vous le souhaitez, ça c'est bien évidemment en fonction de votre choix, vous accompagner durant cette étape-là. Donc ça permet d'accompagner à la fois nos propriétaires qui souhaitent sortir de l'opération, mais aussi les futurs acquéreurs de cet investissement. Pour la revente, ça se fait comme avec n'importe quel bien immobilier classique. Pour un éventuel retour en France, donc vous êtes propriétaire Résidétudes et lors de votre retour en France, à ce moment-là, il y a deux choix qui sont possibles. Soit de conserver votre bien et de continuer à percevoir vos loyers avec une fiscalité qui reste dans les mêmes conditions en termes d'avantages fiscaux, ou de revendre ce bien locatif pour, à ce moment-là, choisir votre future résidence principale selon vos critères qui ne sont certainement pas les mêmes que pour du locatif. En tant que propriétaire Résidétudes, et notamment comme nous l'avons vu via le cercle juste avant par ce que vous a expliqué Richard, vous bénéficiez d'un accès prioritaire.
et donc ainsi d'une solution d'hébergement sur toute la France à travers nos 250 résidences. Donc que ce soit pour permettre de loger vos enfants en toute tranquillité et sécurité pendant leurs études, ou bien pour vos proches parents qui souhaitent profiter d'une résidence senior, ou encore pour vous-même dans des résidences de tourisme à travers toute la France. Et donc pour terminer cette présentation, on peut dire de manière générale que malgré le Covid et ces gros impacts aussi qu'il y a pu y avoir, l'immobilier en France continue de bien se porter. Si on regarde le bilan de l'année immobilière 2020 des notaires et les premières tendances aussi sur 2021, on peut parler d'une année qui est résiliente dans un contexte inédit. Donc fin septembre, le nombre des transactions en France était de 990 000, donc c'est à peine 5% de moins que l'année dernière. Ce qui favorise aussi cette situation concernant l'investissement en immobilier, c'est de pouvoir toujours bénéficier des taux de crédit qui restent très bas. Et maintenant, on va passer à vos questions, parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à nous les poser. Alors oui, merci à tous. On a commencé à remonter quelques questions. Donc, on va essayer de répondre au maximum de questions. En tout cas, on peut vous assurer que même celles que vous auriez pu nous poser et auxquelles on n'aurait pas pu répondre, on y reviendra très rapidement en revenant vers vous. Alors, en première question, nous avons donc Sarani qui nous pose: les non-résidents peuvent-ils investir en France aussi facilement que les résidents? Je crois que ça va avoir donc une relation avec le financement, et on a plusieurs questions à ce sujet. Puisque les non-résidents peuvent-ils investir en France aussi facilement que les non-résidents? Est-ce qu'on peut avoir un crédit financier si je ne suis pas salarié en France et non résident? Je vais peut-être y répondre. Donc, alors oui, on vous a dit tout à l'heure, on vous accompagnait sur le financement. L'intérêt, c'est de pouvoir vous apporter notre analyse sur les conditions et sur le montage de chaque dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir c'est qu'il y a une différence sur l'étude d'un dossier entre un résident et un non-résident sur les conditions. On va demander aujourd'hui, on a des financements qui sont à 100-110% pour les résidents français. Quand pour les non-résidents, on va avoir des financements à hauteur de 80%. Ils demandent en règle générale 20% minimum d'apport, plus les frais de notaire, pour pouvoir vous financer. Ce qui est déjà le cas depuis très longtemps. La situation du Covid n'a pas forcément compliqué la situation. On sait que les taux n'ont pas augmenté, donc on reste encore sur des conditions qui sont très avantageuses, c'est-à-dire que vous allez avoir un taux d'achat au niveau du crédit qui est inférieur à ce que vous allez replacer en termes d'investissement. Donc voilà. Et notre mission, c'est de pouvoir vous accompagner dessus et sur le processus, au niveau du montage, pour s'assurer que tout soit bien fait, mais aussi de vérifier que les conditions soient avantageuses et si on peut obtenir mieux par ailleurs, qu'on essaie de vous orienter et de vous guider dessus. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments sur ce sujet, Marion, peut-être? Non, c'est vrai que de toute façon, il faut étudier en fonction de chaque dossier. C'est pour ça que c'est important de faire une étude concrète et avec tous les éléments pour pouvoir analyser quelles sont les possibilités de financement. C'est vraiment quelque chose que l'on va pouvoir voir directement avec vous, parce que ça ne se simplifie pas au fait d'être résident ou non résident. Ça va dépendre aussi de votre lieu de résidence. On ne va pas avoir le même traitement en fonction si on est zone euro, hors zone euro, en fonction de votre activité aussi, enfin de votre employeur. C'est pas de votre activité, c'est surtout de votre employeur. Disons que la banque va aujourd'hui vérifier la sécurité de son financement. Donc, ce sont des choses que l'on va avoir l'occasion de vérifier avec vous. Et comme on vous l'a répété, on est là pour vous accompagner et vous trouver les meilleures solutions. J'ai une question ici de Silef qui demande donc s'il faut faire une avance de fonds au moment de signer la réservation
C'est vrai qu'on a. Alors, il n'y a pas d'avance de fonds au moment de la signature et au moment de la réservation. En revanche, ce qui vous est demandé, c'est un dépôt de garantie qui est toujours sous réserve d'acceptation du financement. C'est un dépôt de garantie qui est de 3 000 € fixé, peu importe le montant d'acquisition. Et ça, c'est à verser donc, au moment de la réservation, sachant que c'est versé directement au notaire. Et si le financement n'est pas validé, vous récupérez ce dépôt de garantie. C'est le seul moment où il faut verser les fonds. Ensuite, la question de l'apport, ça, c'est au moment du passage notaire. Alors, on a une question de Pringuet. Comment on sort d'un investissement en LMNP? Eh bien, pour synthétiser l'investissement en LMNP, vous réalisez un investissement immobilier locatif pour lequel vous déléguez la gestion à un professionnel, à un gestionnaire exploitant qui devient votre locataire. Mais ça reste un investissement immobilier. Donc, comment est-ce que l'on sort d'un investissement en LMNP? On le revend tout simplement comme de l'immobilier classique. Donc, on a, nous, un département revente, donc on a la chance de l'avoir depuis déjà quelques années. Et il accompagne nos propriétaires lorsqu'ils souhaitent revendre. Donc, vous nous appelez, on réalise l'estimation, vous réévaluez l'estimation en fonction de ce que vous souhaitez, on le met en vente et puis, comme pour un bien classique, on passe chez le notaire après. Et vous pouvez le revendre, chose importante, puisque j'ai vu une autre question sur ce sujet-là. S'il fallait attendre la fin des 9 ans, puisque vous avez un bail de 9 ans reconductible par tacite reconduction triennale, on nous posait la question de savoir s'il fallait attendre la fin des 9 ans pour pouvoir le revendre. Non, vous pouvez le revendre à n'importe quel moment, puisqu'il n'y a pas d'engagement. À partir du moment où il y a un engagement de location derrière, il n'y a pas de période minimale. Alors, j'ai une question de Julie qui demande qui paye les loyers. Comme on le disait tout à l'heure, donc les loyers sont versés directement par Résidétudes au propriétaire. Alors, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que pour vous, en tant que propriétaire, votre locataire, c'est Résidétudes. Donc, c'est Résidétudes qui vous verse les loyers directement. Que le logement, d'ailleurs, soit occupé ou non, peu importe. Votre bien, il est loué 365 jours par an, parce que j'ai eu plusieurs questions aussi dans ce sens. Donc, j'espère que ça répondra à ces différentes personnes. J'ai d'ailleurs une question complémentaire de Julie. Comment est déterminé le loyer? Donc, ça va un petit peu dans ce sens-là. Le loyer, il est fonction de la résidence, donc en fonction du budget que l'on va réaliser, de la projection, du timing dessus. On va chercher une localisation et le loyer va être déterminé en fonction de cette localisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacune des résidences a une rentabilité bien définie, donc vous connaissez le loyer immédiatement. Alors, il y a une question d'Épiquet qui demande si à la fin du bail, des 9 ans, le logement peut-il être géré en direct? Disons que le bail locatif donc, est pour une première période de 9 ans et se renouvelle. L'objectif de Résidétudes, c'est de continuer et de rester votre locataire. Donc, c'est possible. Après, ce n'est pas l'objectif de ce type d'investissement. Si Richard, tu veux ajouter quelque chose dessus? Non, c'est vrai que l'objectif premier de nos clients, surtout de nos Français de l'étranger, c'est de réaliser d'un investissement immobilier, ce qui est la base, mais surtout de profiter de la délégation de gestion. Quand on est loin, c'est de ne pas avoir à gérer cet investissement qui est un élément important. Donc, c'est vrai que la question de dénoncer le bail à la fin de la période des 9 ans n'est pas forcément une question que l'on a souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible. Ce n'est pas le but de cet investissement, mais bien évidemment que c'est possible. J'ai une question, enfin, c'est même pas une question, c'est une remarque de Marlène qui nous demande si on va remettre l'adresse du site. Oui, à la fin de ce webinaire-là, on va reprendre l'adresse mail, l'adresse du site et le numéro de téléphone. Antoine nous pose la question, y a-t-il un impact sur la demande locative en résidence étudiante? Donc, j'imagine que sa question est liée à la période que l'on traverse depuis déjà 2020, donc la crise du Covid, de la Covid plutôt. Oui, il y a eu un impact, mais un impact qui a été très, très mesuré. Marion évoquait tout à l'heure la question des marchés porteurs, donc quelles ont été les activités qui ont été en fin de compte renforcées sur une période de crise, et l'étudiant en a fait partie. Donc,
Il y a eu un impact de la Covid sur les résidences pour étudiants, oui, par la fermeture des frontières. Donc, c'est sûr que les étudiants étrangers, pour la rentrée scolaire du mois de septembre 2020, a été beaucoup plus compliqué, mais comme l'a aussi énoncé Marion, il y a aussi une augmentation du nombre d'inscriptions, donc il y a eu une compensation dessus, d'où le fait que l'étudiant soit un marché porteur et qu'il ait su être conforté et renforcé. En sachant que c'est lié aussi à l'activité même dans une période d'incertitude comme celle-ci ou avec les mesures sanitaires, c'est important aussi, même pour les parents, de savoir que les enfants, quand ils se retrouvent à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux, se retrouvent dans un encadrement qui soit sécurisé, où il y a du personnel 24 heures sur 24 aussi. Voilà. Alors, il y a une question de Kaina Abet. À combien se montent les frais de notaire? Les frais de notaire, ça va dépendre, comme on a parlé tout à l'heure, il y a des marchés à la fois sur le neuf et des marchés aussi sur l'ancien. Donc, tout dépend de l'investissement et sur quel type de marché vous souhaitez vous orienter. SILEF nous demande, faut-il faire une avance de fonds au moment de signer la réservation? Non, enfin, je ne sais pas si tu veux y répondre, Marion, mais… On a répondu tout à l'heure avec le dépôt de garantie. Ah, bon, bah voilà. La réservation et l'apport au moment du passage notaire. Voilà. Mais c'est vrai que comme on a beaucoup de questions, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour toutes ces questions. On tente d'y répondre au fur et à mesure. Ah, alors c'est peut-être une précision. On a Camille, comment les résidences seniors se sont adaptées à la crise sanitaire avec une population plus risquée? Je veux peut-être y répondre, Marion? Oui. Disons que ce qui s'est mis en place donc dans les résidences seniors, je pense aussi que vous faites référence à ce qui a été dit également par rapport aux EHPAD. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur deux résidences qui sont très différentes, deux types de résidences différentes et qui ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Dans les résidences seniors, donc déjà le dispositif de sécurité sanitaire, il a été mis en place très tôt, puisque même début janvier de l'année dernière, on commençait déjà à limiter donc les allées et venues au sein de la résidence et à isoler les personnes aussi, avec le masque, etc. Donc ça, c'est déjà la première chose. Dans les résidences seniors, comme on disait tout à l'heure, les gens sont chez eux dans leurs appartements. C'est des appartements indépendants, donc c'était beaucoup plus facile de mettre en place aussi un confinement, sachant qu'il y a aussi du personnel présent sur place, ce qui permettait de faciliter l'apport de courses. On a des familles qui sont venues déposer des courses. Il y avait une quarantaine qui était prévue pour les produits et ensuite qui était donnée dans les chambres. Donc tout ça a permis vraiment de sécuriser les personnes et les résidents dans ces résidences, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'impact aussi dramatique comme on a pu le voir notamment un peu plus au niveau des EHPAD. Donc ça s'est bien passé comme c'est possible dans cette situation-là dans les résidences seniors. C'est vrai qu'ils ont eu un bilan assez positif, même très positif, puisqu'il n'y a pas eu de surmortalité entre 2019 et 2020. On a une question, c'est Jay qui nous demande, les loyers sont-ils revalorisés de manière régulière? Oui, on parlait tout à l'heure de la rentabilité qui est contractuelle et qui est connue dès le départ. Et sur les conditions de location, il y a une revalorisation annuelle qui est donc basée sur l'IRL, l'indice de revalorisation locative, qui est publié par l'INSEE tous les ans. Donc oui, vous connaissez votre loyer dès le départ et vous savez qu'il sera revalorisé tous les ans grâce à cet indice. Alors, on a une question, je vais prendre la dernière ici, de Pierre qui demande comment se rémunère Résidétudes. Donc, Résidétudes, ce qu'on disait tout à l'heure, donc nous sommes les gestionnaires exploitants de la résidence. Donc, dans cette résidence, on va être le locataire des appartements, mais on va également proposer un certain nombre de services. Et donc, c'est la vente de ces services aux locataires qui va nous permettre de nous rémunérer. Et ce qui fait qu'on peut après verser le loyer à nos propriétaires. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Si c'est clair. Nous avons une question, la défiscalisation pour des non-résidents, point d'interrogation. Non, c'est pas de la défiscalisation.
c'est plutôt une non-fiscalité. Donc, on ne réduit pas la fiscalité. On sait qu'il y a différentes niches fiscales, hein, la loi Pinel, la loi Censi-Bouvard, mais qui n'est pas possible en tant que Français de l'étranger. Mais par contre, en investissant sur de la location meublée non professionnelle, on vous le disait tout à l'heure, vous n'avez pas de fiscalité ici en France sur les loyers qui sont générés. Donc, ça n'est pas une fiscalité directe, mais une fiscalité indirecte, puisqu'on ne va pas augmenter la pression fiscale. Alors, on a également plusieurs questions en ce qui concerne la rentabilité des biens. Alors, la rentabilité, c'est toujours une question importante, et surtout, il faut préciser de quoi on parle, puisque dans le rendement, vous allez avoir tout ce qui est rendement brut et rendement net. C'est-à-dire, c'est vrai que nous, Rési d'études, comme on est sur un fonctionnement qui est entièrement clé en main de A à Z, on va tout de suite parler en termes de rendement net, c'est-à-dire sans avoir tout ce qui va être charge, etc., à déduire de vos loyers. Et les rendements, du coup, en net, sont entre du 3,5 et du 3,9 à peu près %. Après, c'est toujours à prendre, parce que ça dépend aussi de la résidence. On parlait du neuf et de l'ancien, donc en fonction sur de l'ancien, ça va vraiment varier en fonction des résidences également. Je ne sais pas si tu veux préciser quelque chose, Richard, sur cette question. Non, je pense que tu as tout dit. Voilà. Nous avons une nouvelle question d'Imat Najem. Donc, quelle charge, quelle garantie, quel risque si le logement reste vacant? Alors, on vous disait tout à l'heure qu'en investissant dans une résidence gérée, c'est le gestionnaire exploitant qui devient votre locataire. Vous fait réaliser un investissement immobilier pour lequel vous déléguez cette gestion-là. Et donc, le bail commercial permet de pouvoir inscrire noir sur blanc les différentes conditions. Donc, quels sont les risques si le logement est vacant? Votre locataire, c'est le gestionnaire exploitant. Donc, que votre appartement soit occupé ou non, vous avez votre loyer qui sera versé trimestriellement. Quelles sont les charges? Eh bien, on va pouvoir le voir ensemble, comme on le disait. Donc, on va prendre en charge, l'exploitant va prendre en charge tout ce qui est entretien courant et réparation locative. En tant que propriétaire, les seules choses que vous avez à supporter, j'empiète un petit peu sur le rendez-vous que vous aurez avec le conseiller, c'est la taxe foncière puisque vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, et ce sont les grosses réparations de structure, donc l'article 606 qui est prévu par la loi depuis la loi Allure 2014, mais sinon toutes les autres charges sont pour Rési d'études. Mais ça, on aura l'occasion de les détailler puisque tout est inscrit sur le bail commercial. Donc, vous réalisez un investissement où vous avez le locataire qui est un professionnel, qui sera donc Rési d'études, et pour lequel vous aurez une répartition des charges habituelles et courantes pour Rési d'études, et les ponctuelles au niveau des gros travaux à l'article 606 à votre charge. Il y a une question de Hugo qui demande par rapport aux résidences seniors s'il faut craindre des obligations légales pour des travaux dans les résidences et donc une participation, même s'il ne s'agit pas d'EHPAD. Mais évidemment, c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'EHPAD. Donc, on n'est pas sur un secteur médicalisé qui est beaucoup plus, lui, dépendant des législations en cours. Rési d'études aussi, ce qu'il faut savoir dans les résidences seniors, c'est que dès le départ, on prend un certain nombre de mesures, on va dire en prévision, en ce qui concerne tout ce qui est accessibilité. On essaye d'être aussi au maximum de tout ce qui est normes phoniques, thermiques, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant au départ, mais on n'est pas du tout soumis aux mêmes législations, aux mêmes réglementations. Alors, je vais en profiter, et je crois d'ailleurs qu'on va arriver sur les dernières questions, puisqu'on va arriver à la fin de ce webinaire. Je vais joindre deux questions, une d'Antoine et une de Bastien. Donc, à partir de quand je peux l'occuper et quelle est la fiscalité au moment de la revente? Je vais répondre sur cette idée d'occupation et de revente. L'occupation, on en parlait tout à l'heure. L'intérêt de ce type d'investissement-là, c'est purement du locatif. Et comme pour 95% des propriétaires réalisant de l'investissement locatif, quel qu'il soit, on n'occupe jamais cet appartement-là. Et le fait de la délégation et d'investir dans une résidence pour étudiants ou pour seniors, ça n'a pas pour vocation de l'occuper à un moment ou à un autre. Ensuite, quand on parle de sortie, on parlait tout à l'heure de la structure de notre département revente. Au moment de la revente, c'est un bien immobilier. Vous réalisez un investissement immobilier locatif. Donc, vous allez être soumis à la taxation sur les plus-values comme pour l'immobilier classique. Exactement pareil. Mais à ce moment-là, pour calculer, pour vous donner des éléments un peu plus précis, on aura l'occasion de vous le dire lors de notre entretien. Ce sera beaucoup plus simple. Alors,
Dernière question, enfin en tout cas je vais répondre à celle de Nadim Abilama. Donc s'il y a un montant minimal, un montant minimal et un âge maximal pour investir, non, pas vraiment. Au niveau de la fourchette d'investissement, on est quand même sur une fourchette d'investissement relativement large, hein, puisqu'on fait de l'étudiant et du senior. Donc ça permet d'avoir des montants d'investissement très variables. Et au niveau de l'âge, il n'y a pas d'âge minimum, hein. On a des personnes qui le font en prévision retraite, d'autres qui le font aussi pour de la transmission. Donc il n'y a pas de limite là-dessus. Après, il faut voir par rapport au projet dans son ensemble. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. On tient à s'excuser auprès de tous ceux qui ont posé des questions, d'André, d'Antoine, de Randy et tous les autres. Désolé, je ne peux pas tous vous citer, mais on aura l'occasion de revenir vers vous. N'hésitez pas aussi à effectuer ces démarches-là en nous envoyant, Marion va nous donner à l'instant, va nous rappeler l'adresse mail, le site internet et le numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas, mais l'idée, c'est de pouvoir répondre vraiment à toutes vos questions. Et bien, écoutez, je vous dis au revoir, moi, et j'espère à très, très bientôt. Oui, je me permets de répéter, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas pu répondre à tout le monde, hein, donc n'hésitez pas à nous reposer vos questions par mail. On pourra vous apporter des réponses vraiment par mail par rapport à ça. Le temps est malheureusement assez court pour vous répondre. Mais en tout cas, merci pour votre participation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et prenez soin de vous.